Bonjour tout le monde. Ça va bien? Good, good. C'est ça. Moi, je veux vous présenter aujourd'hui quelque chose que je veux communiquer avec les gens depuis quand même un bon moment. Puis, c'était pas nécessairement facile vu la confidentialité des derniers événements qu'on a pu avoir chez Goldcorp en 2006. Donc, la plupart des informations que je vais partager avec vous sont presque toutes publiques. Mais j'en ai gardé quelques-unes là, que je vais quand même partager avec vous ils ne sont pas. Donc, pour commencer, on va commencer par décrire qu'est-ce que c'est que la cybersécurité. Donc, la cybersécurité est un ensemble de technologies, de processus et de pratiques visant à protéger les réseaux d'ordinateurs, d'automates et les bases de données contre les attaques et contre les attaques et les dommages et les accès non autorisés. Dans un contexte informatique, il englobe aussi la sécurité physique, donc le contrôle d'accès des différents endroits de la mine. Dans un contexte minier, la cybersécurité elle peut s'appliquer aux ordinateurs, aux réseaux et aux données produites dans le réseau d'automatisation du concentrateur, de la mine souterraine ou de la mine à ciel ouvert, que ce soit des robots, des senseurs de gaz, de la ventilation, des véhicules autonomes. Donc, moi aussi, la présentation que je vous fais aujourd'hui a fait suite à l'événement que je fais part ici. Donc, en 2016, chez Goldcorp, on a eu quand même une bonne brèche en cybersécurité. Il y a beaucoup de gens d'un peu partout dans le monde qui étaient rentrés dans nos réseaux depuis quand même un bon moment. Ils ont fait de la capture de données pendant presque un an. Donc, ils ont ramassé 14,8 gigs de données provenant des différents systèmes, des différents ordinateurs, de différentes personnes, avec des informations comme les salaires, les contrats, des documents budgétaires, des coordonnées bancaires, des scans de passeport, des numéros d'assurance sociale, même des snapshots de caméras des gens qui travaillaient dans leur bureau. Fait que quand on voit ça, ça fait peur. Qu'est-ce que ça fait quand on a un événement de cybersécurité comme ça? Il faut chercher à le comprendre, puis de comprendre d'où ça vient, comprendre comment le mitiger. Puis ça coûte très, 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 très cher et ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Pour vous donner un exemple, Target Corp a payé plus de 250 millions de dollars US de coûts liés à une violation de données dans ses activités en 2013, donc 90 millions qui étaient couverts par une assurance. Selon Wikipédia, si je me souviens bien, pour le deuxième fait, les dommages causés par la cybercriminalité dans le monde devraient atteindre 6 000 milliards de dollars par an d'ici 2021. Je vois sur certains sites pour acquérir de l'information, puis je vois des industries ou des compagnies qui se font pirater tous les jours. Beaucoup d'hôpitaux, l'imagerie médicale, ils se font encrypter, puis après ça, les gens demandent des demandes de rançon pour pouvoir redonner les données aux gens. Puis comme on a pu le voir avec Desjardins aussi là, récemment, avec les vols d'informations bancaires. Donc, oui, il y a différents sites web sur l'Internet où on peut retrouver un peu différentes données que ces gens-là vont acquérir dans tous les systèmes. Donc, ça peut être des bases de données sur les performances d'opérations, de finances, des offres confidentielles avec les entrepreneurs, scans de permis de conduire, certificats de naissance, carte de santé, passeport, dossiers médicaux, informations sur les salaires des employés, sur les primes, indemnités de départ. Bref, toute l'information qui sont confidentielles puis qui ne devraient pas se promener un peu partout sur l'Internet. La sophistication des cyberattaques. Donc, c'est certain qu'il y a plusieurs moyens de rentrer dans les systèmes qu'on a dans nos entreprises. Celle que je vois le plus couramment ces jours-ci ou ces temps-ci, c'est au niveau des cellulaires. Des courriels, des messages textes ou même des applications qui sont sur l'App Store. Il y a des applications là, qu'on peut aller télécharger puis qu'on croit que c'est vrai puis c'est bien, que c'est tout le contraire. Il y a encore des brèches, que ce soit chez Apple ou chez Google, comme de quoi qu'il y a des gens qui peuvent publier des applications qui ne sont pas vraiment des applications. Donc, à faire attention. Puis ça, il y a quand même des sites web que vous pouvez rechercher sur Google par rapport à des recommandations sur les applications à ne pas installer sur son cellulaire.
Après ça, l'encryption des données d'entreprise puis les demandes de rançon. Ça va souvent être une approche par courriel. Donc, les courriels restent toujours la plus grande brèche par rapport à la cybersécurité. Souvent, on va cliquer rapidement sur les attachements, on va cliquer rapidement sur les liens, mais après ça, il y a quelque chose qui se passe en arrière qu'on ne voit pas nécessairement sur le coup ou qu'on ne comprend pas nécessairement sur le coup. Après ça, qu'est-ce que je vois souvent aussi, parce que je reçois des appels pour tout ce genre de petites choses-là. Il y a des robots aussi qui appellent sur les cellulaires pour laisser des messages vocaux par rapport à pour acquérir de l'information personnelle. Puis après ça, ben, les gens ils vont revendre des informations personnelles sur Internet. Puis là, ça, pour une petite anecdote, le dernier appel que j'ai eu par rapport à ça, c'était un robot qui appelait par rapport à une personne qui avait un dossier criminel. Puis il disait que, je me rappelle pas du message exact, là, mais de recontacter. Puis il y avait besoin de telle information pour continuer le processus avec le dossier criminel. Je me rappelle pas du message exact, mais la personne qui a eu reçu ça, elle a eu... ne savait pas trop quoi faire. Là. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, juste de ne pas rappeler puis pas donner d'informations. Après ça, ben, il y a des attaques aussi, des virus qu'on peut avoir par courriel qui vont reprogrammer les PLC ou même faire une brèche au niveau des systèmes de contrôle industriels. Donc, ça peut faire mal dans pas mal de secteurs. Puis même, on peut penser éventuellement de reprogrammer des sondes de gaz, que ce soit pour le sous-terre ou même dans le concentrateur à distance, que ça se fait de façon complètement automatisée. Donc, suite à ça, c'est certain qu'on a développé une certaine expertise, que ce soit par rapport à la formation des gens, mais aussi par rapport à l'intégration des systèmes. Au niveau des employés, bien, on fait des tests au niveau de l'envoi de courriels avec des faux courriels qui sont envoyés par une compagnie de cybersécurité. Puis, ils sont, comment je pourrais vous dire ça? Ils vont y aller dans des très petits détails, là, puis ils vont de plus en plus complexifier l'envoi de courriel pour que, justement, créer une connaissance par rapport à qu'est-ce qu'un vrai courriel, qu'est-ce qu'un faux courriel. C'est pas tout le monde qui voit ça. Puis moi, je vois ça comme un arrêt-stop. Je le vois tout de suite. J'ai tous les petits trucs pour voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Donc, il y a des courriels comme ça qui sont envoyés tous les quarts chez Newmont Goldcorp. Puis, si jamais vous cliquez pas mal souvent, surtout sans trop regarder, ben, on reçoit un rapport de qui clique sur tous les courriels. Puis après ça, bon, on va aller s'asseoir avec cette personne-là pour lui donner des petits trucs et puis la former par rapport à diminuer le risque. Après ça, un autre système qu'on a implanté pour protéger par rapport à les courriels ou les mots de passe qui ont été volés, c'est l'authentification multiple. Je ne sais pas si vous connaissez qu'est-ce que c'est l'authentification multiple, mais dans certains sites de banque maintenant, quand on va se loguer pour aller dans notre compte de banque, on va recevoir un PIN par courriel ou par message texte. Donc ça, c'est implanté sur tous les utilisateurs pour tous les systèmes, que ce soit même le Wi-Fi. Donc, si vous faites voler votre mot de passe, ce n'est pas très grave. Il y a quelqu'un qui va essayer de se loguer sur le système, puis vous allez recevoir plein de pins sur votre cellulaire par message texte ou par courriel. Donc, ça protège vraiment beaucoup. Aussi, au niveau de l'entreprise, qu'est-ce qui est important de faire par rapport à quand il nous arrive une situation comme ça, c'est de construire une roadmap de cybersécurité. Même si vous n'avez pas nécessairement l'expertise pour le faire, bien, il y a différentes compagnies au Québec, en Ontario, au Canada pour vous aider à construire ça, puis s'assurer qu'on s'en va vers quelque chose. Après ça, la vérification annuelle des équipements sensibles de l'entreprise, que ce soit les pare-feux, les réseaux privés virtuels. Ça, c'est quand même très sensible parce que je vois des brèches par rapport à des logiciels qui sont dans ces équipements-là presque tous les 3-4 mois. L'implantation d'équipements réseau qui vous permet de visualiser qu'est-ce qui se passe sur votre réseau. Ça, c'est quand même très important parce que, justement, qu'est-ce qu'on a appris?
par rapport à notre situation précédente, c'est qu'on ne voyait pas ce qui se passait sur notre réseau. Donc, ça a pris des mois et des mois à comprendre par où ces gens-là avaient rentré. Puis ils avaient rentré par plusieurs mines, là, pas juste toute la même. Là. Fait que quand tu n'as pas ces équipements-là, tu ne peux pas comprendre qu'est-ce qui se passe, puis ça prend énormément de temps et puis énormément d'experts. Suite à ça aussi, bon, ben, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? C'est qu'on implantait les systèmes dans nos mines de différentes façons, sans avoir nécessairement un standard. Donc, qu'est-ce qu'on a développé? C'est vraiment un processus de gestion des changements et puis d'implantation des nouvelles technologies qui est pareil pour tous les sites de Newmont Goldcorp. Donc, on procède tous de la même façon. On a un comité au niveau de l'infrastructure, du réseau, de la cybersécurité. Donc, quand on fait une démarche pour intégrer une nouvelle technologie, on doit présenter un peu toute l'approche d'implantation, puis les comités vont pouvoir nous donner ses conseils ou nous aider, nous guider dans la meilleure intégration possible. J'ai visité quand même plusieurs mines au Canada, puis une des choses que j'ai remarquées, c'est que souvent, tous les systèmes ils sont sur le même réseau. C'est pas vraiment une super bonne pratique dans le cas où un courriel peut briser un système de dispatch dans une mine open pit. Donc, ça peut être quand même à risque. Même dans plusieurs des cas, là, moi, je comprends quand même ces choses-là quand même assez bien. Dans plusieurs mines que j'ai visitées, là, avec mon simple ordinateur sur le Wi-Fi, là, j'aurais pu briser quand même beaucoup de systèmes qui étaient critiques à l'entreprise. Par la suite, un autre remarque que j'ai fait par rapport au réseau industriel, c'est que souvent, ils sont complètement isolés. Donc, encore là, on s'en va sur l'élément où on n'a aucune visibilité globale du réseau. Donc, c'est difficile de comprendre ce qui se passe quand il arrive une brèche ou qu'il y a des cybercriminels qui rentrent dans votre réseau. Puis aussi, même ça, je vois ça très, très, très couramment. Même les fournisseurs, ils ne comprennent pas nécessairement ces risques-là. Puis, je ne veux pas pointer quoi que ce soit. Là, on a tout un background, une expérience différente par rapport à différentes situations. Mais j'ai vu là, récemment, là, il y a quelques semaines, des fournisseurs approchés pour implanter quand même un système assez critique qui était directement connecté sur Internet. Puis ça, c'est certain que pour eux, ça facilite l'intégration et puis le support, mais en tant qu'entreprise, pour moi, c'était un gros risque de le faire de cette façon-là. Donc, c'est ça. Suite à ça, on a développé un bon processus de gestion du changement et des implantations système. Puis, les éléments clés qui ont ressorti de ça, c'est d'avoir une bonne collaboration entre les gens de technologie de l'information puis technologie de l'opération. Donc, les gens de TI vont être plus travailler avec les systèmes pour faire l'acquisition d'informations. Et puis, les gens de technologie d'opération vont travailler plus avec les systèmes qui sont proches de l'opération. Donc, l'étroite collaboration entre ces deux groupes-là, c'est un élément super clé parce que moi, de ce que j'ai vécu aussi récemment, c'est qu'en travaillant en équipe avec les deux groupes qu'on fait les meilleures intégrations possibles et puis les plus sécuritaires. Puis aussi de comprendre nos systèmes, est-ce qu'ils sont des systèmes pour faire de l'acquisition d'informations ou c'est des systèmes d'opération? Parce que vous allez voir plus tard un peu, je vais vous montrer une façon d'intégrer ces systèmes-là avec différentes couches. Puis dépendamment c'est quoi le système, il va aller dans une couche différente. Bon, dans les recommandations de développement d'un processus de gestion de changement, les pratiques recommandées sont bien définir et comprendre pourquoi nous effectuons le changement ou l'implantation du nouveau système. J'ai eu des rencontres récemment par rapport à un groupe qui voulait implanter une nouvelle solution ou un nouveau système. Puis, comme ce groupe-là ne parlait pas nécessairement au reste de la mine ou quoi que ce soit, ils voulaient implanter quelque chose qui existait déjà ou qui était déjà en place.
Donc, encore là, je reviens par rapport à la collaboration entre les gens de technologie d'information et technologie de l'opération, parce qu'on aurait pris beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour implanter quelque chose qui était déjà quelque part dans la mine. Comprendre le flux de données de l'application, que ce soit interne, externe ou infonuagique. Ça, moi, je fais ça tous les jours, de comprendre un peu comment que tous les objets connectés vont parler entre eux, pour justement être capable de diminuer ou mitiger le risque de cybersécurité si jamais il arrive quelque chose, puis de comprendre aussi comment que la solution fonctionne. Établir un plan d'implantation très détaillé, que ce soit le diagramme de réseau, les règles de pare-feu, les documents de projet. Avec le temps, on va avoir du roulement au niveau des employés, puis il y a de l'information qui va se perdre. Donc, si jamais il y a des nouvelles personnes aussi qui viennent nous rejoindre dans l'équipe, c'est plus facile de les intégrer. Puis, ils sont capables aussi, avec des documents comme ça, de supporter plus rapidement les besoins de l'entreprise. Construire une matrice de rôles et responsabilités. Souvent, par le passé, on a fait l'implantation de beaucoup de systèmes le plus rapidement possible, mais par contre, on ne prenait pas nécessairement le temps de définir les rôles et responsabilités de chacun. Donc, avec le temps, ça devient quand même difficile de supporter ces solutions-là. Encore là, il y a des gens qui quittent, il y a des gens qui reviennent. Donc, l'information se perd et puis ça devient, on ne sait plus qui supporte quoi. Donc, moi, je fais ça avec tous les projets maintenant. Donc, peu importe ce qui se passe pour les 10 prochaines années, ben, on sait tout qui fait quoi. Puis, ça va être plus facile d'avoir une continuité, puis d'être certain aussi que ça fonctionne pour longtemps. Puis ça l'aide aussi à comprendre le besoin de formation des équipes, dépendamment de leurs responsabilités. Ça m'est arrivé récemment aussi de construire une matrice de rôle de responsabilité par rapport à l'implantation de la téléopération ou des véhicules qu'on va opérer à distance. Puis justement, il y avait un groupe qui était responsable de quelque chose dans cette technologie-là, qui n'avait pas nécessairement les connaissances pour le faire. Donc, ça nous a permis de l'identifier aussi, puis de travailler avec le fournisseur pour s'assurer que ce groupe-là ait les formations adéquates pour supporter la solution dans un avenir assez court. Ici, c'est un site web qui scanne un peu toute la planète, puis ça ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 6361 systèmes industriels qui est présentement connecté sur l'Internet. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que j'ai déjà été fouillé sur ce site-là, et puis on avait accès à des HMI là, directement là, sur l'Internet. On pouvait voir toute l'usine, comment une usine fonctionnait. Donc ça, c'est quelque chose à risque. Puis comme je vous ai dit tout à l'heure, j'en vois encore là, qui viennent nous voir pour intégrer des systèmes industriels connectés directement sur l'Internet. Donc là, encore là, la collaboration est très importante, la communication aussi avec les différents départements. Parce que justement, j'en ai eu un récemment qui était plein de systèmes dans un laboratoire, que la personne est venue me voir, elle disait hey, Michel, je pense qu'on va avoir besoin d'avoir du support à distance, peux-tu regarder ça? Puis là, bien, ça nous a amené à redesigner complètement la solution, l'intégration, avec un modèle qui s'appelle le Purdue Model. Ça, dans le fond, c'est un système. Ici, il y a 6 couches, mais c'est quelque chose qu'on peut faire évoluer. C'est quelque chose qu'on peut travailler. Puis, si on part par en haut, le niveau 5, ça va être vraiment le niveau de l'entreprise avec les serveurs qui sont un petit peu plus régional ou global. Le niveau 4, ça va être au niveau des ordinateurs cellulaires, tablettes. Puis, la couche dans le milieu, qui n'a pas de numéro, c'est la plus importante parce que c'est la couche entre le niveau 4 et 3 qui permet d'avoir la communication entre les systèmes d'information puis les systèmes d'opération. Puis, comme vous pouvez voir, il y a comme 2 petits murs de briques. Ça, c'est des pare-feux un peu comme que vous avez à la maison. Qui permettent de voir le trafic, mais aussi de l'autoriser.
Donc, quand on fait des intégrations maintenant avec un modèle comme ça, toutes les communications de tous les objets réseau, ils sont autorisés dans un de ces deux pare-feux-là, justement pour garder un contrôle sur qu'est-ce qui se passe au niveau de la solution, puis d'avoir une visibilité. Puis ça, malheureusement, je travaille avec beaucoup de fournisseurs qui ont... Ce modèle-là, il existe depuis 1990, puis on s'en va dans les systèmes info-nuagiques, les objets connectés, l'intelligence artificielle, puis je ne vois pas beaucoup de gros fournisseurs qui travaillent avec même ce modèle-là. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il faut redesigner toutes les solutions pour les adapter à ce modèle-là, parce que ce modèle-là, il est maintenant implanté dans toutes les mines de Newmont Goldcorp. Donc, quand on fait l'intégration d'une nouvelle technologie ou d'un nouveau système, on se base là-dessus. Puis, on commence à construire la solution. Puis, les différents objets vont aller dans différents niveaux. C'est certain que ça prend un certain temps. Une que j'ai faite quand même récemment a pris plus d'un mois à construire. Parce qu'il faut comprendre le besoin du fournisseur, il faut comprendre le besoin des gens à l'interne de l'entreprise. Et puis, ça peut donner quelque chose comme ça. Donc, ici, on peut voir sur le niveau 2, on a le réseau sans fil sous terre qui va être parlé à un scoop qui a une tablette puis qui a un data logger pour la télémétrie. Dans le niveau 3 ici, qui était la couche entre le réseau d'opération et puis le réseau d'information, c'est là qu'on va mettre tous nos serveurs. Donc, l'idée là-dedans aussi, c'est que les objets ne communiquent pas directement à l'Internet. Qu'est-ce qui est sous terre va communiquer à la couche 3. La couche 3 va communiquer à la couche 4, la couche 4 à la couche 5, puis après ça, on s'en va sur Internet. Donc, ça, c'est quelque chose que je design avec toutes les solutions qu'on implante présentement. Ça prend un certain temps, c'est certain. Puis même celle-là, par exemple, qu'on a designé, on s'est rendu compte avec le temps que qu'est-ce qu'on avait mis à la couche 5, qui était au niveau un proxy pour faire la communication entre la mine et l'externe, n'était pas compatible avec la solution du fournisseur. On ne pouvait pas faire ça. Donc, là, je me suis cassé la tête pas mal à essayer de trouver une solution avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on a pu faire, c'est qu'il y avait des éléments à la couche 3 qu'on a comme découpés logiquement pour en mettre à la couche 4 et à la couche 5 pour être capable de faire la même affaire sans avoir besoin d'un proxy. Puis ça, dans le fond, juste pour vous donner une idée, c'est une solution de téléopération, une solution de dispatch pour les véhicules qui sont sous terre, dans lequel on a de la télémétrie. Puis la télémétrie est envoyée dans un serveur de cloud. Et puis le serveur de cloud, avec des algorithmes d'apprentissage ou de l'intelligence artificielle, est capable de faire de la prédiction sur qu'est-ce qui va briser sur le véhicule. Ma prochaine slide, c'est un peu quelque chose de semblable, mais qui est beaucoup plus simple. Puis, c'était juste pour un exemple par rapport à du support à distance d'un système industriel qui est de la téléopération. Donc, comme vous pouvez voir, la couche 4, c'est le fournisseur avec une connexion VPN qui est à distance, qui va se brancher à la couche 3, puis ensuite à la couche 2 pour finalement être capable de supporter la solution avec nous à distance. Fait que c'est certain qu'avec tout ça, ben j'ai des petites suggestions par rapport à la formation en continu, puis de l'expérience de qu'est-ce que j'ai pu vivre aussi avec l'intégration des différents systèmes. Puis pour ma part, j'ai vécu pas mal d'intégration de nouveaux projets cet été avec des équipes de technologie de l'information, technologie d'opération, puis même l'ingénierie minière. Tous les projets qu'on a faits cet été, il y avait plein d'étudiants de l'ingénierie, puis ils venaient se coller un peu sur le département d'informatique par rapport à comment eux, ils comprennent plus comment ça se passe, les opérations, qu'est-ce qu'il y a besoin d'être intégré. Mais de cette façon-là, ils comprenaient aussi comment ça se passe, le processus d'intégration.
Donc, j'ai bien aimé l'expérience. Puis aussi, même pour ma part, ça me permettait de plus comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des opérations par rapport à qu'est-ce qu'on a besoin de faire avec les opérations. Puis des formations qu'on a données récemment aussi à nos équipes d'instrumentation contrôle ou nos équipes de technologie d'opération. C'est des formations réseautique, formations réseau sans fil, l'infrastructure des systèmes. C'est certain que plus qu'on forme nos gens, plus que ça devient facile d'intégrer toutes ces nouvelles choses-là, puis ça les valorise, puis comment je pourrais vous dire ça? Ça dilue aussi la pression par rapport à ce que, par le passé, peut-être une entreprise avait juste une personne pour s'occuper du réseau sans fil, donc peu importe ce qui se passait, cette personne-là avait toute la pression sur le dos. Donc maintenant, avec plusieurs personnes formées dans ces différents domaines-là, c'est facile, puis on collabore, on travaille en équipe. Puis, mon dernier point, c'était de former aussi les gens de TI, de TO avec les différents fournisseurs pour favoriser l'apprentissage, mais aussi l'indépendance à travers les fournisseurs. Puis, je reviens à mon exemple que j'avais tout à l'heure avec les gens en instrumentation. C'est certain, quand on intègre des technologies de véhicules autonomes ou de téléopération, il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui comprennent comment ça fonctionne. Il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui soient capables de supporter la solution parce que quand ça arrête de fonctionner, il y a des mines qui fonctionnent juste avec ça. Là. Il n'y a pas personne qui travaille sous terre à opérer des scoops ou quoi que ce soit. Là. Donc, quand ce genre de choses-là, il arrête, ça fait mal, puis c'est pas drôle. Fait qu'en résumé, un autre exemple public que j'ai trouvé, le piratage massif de Sony Pictures a coûté jusqu'à 15 millions de dollars à l'entreprise. Ma recommandation, ça va être n'attendez pas d'être victime d'un événement de cybersécurité avant d'investir ou de changer vos façons de faire. Je ne pourrais pas vous dévoiler comment ça a coûté à Goldcorp quand on a eu l'événement, mais ça a coûté plus qu'1 million de dollars, ça je vous le garantis. Puis beaucoup de temps, puis beaucoup de pression pour certaines personnes. Une autre recommandation, l'étroite collaboration, la bonne communication entre les différents départements est très importante dans une bonne pratique de gestion de changement afin de bien définir l'échéancier et de bien planifier les tâches. L'exemple que je pourrais revenir par rapport à ça, c'est quand on voit le modèle de réseau avec les couches, ça peut prendre plusieurs mois à construire. Bien, ici, il y a un département de mécanique des roches, il vient me voir, puis il me dit hey, Michel, le fournisseur, il est ici cette semaine, on implante un nouveau système sismique. Bien, c'est assez difficile à gérer, puis ça prend quand même un certain temps. Puis je travaille là-dessus depuis quand même un certain temps, ça va de mieux en mieux. Mais même récemment, il y avait encore des événements semblables. Puis aussi, qu'est-ce que je trouve qui est très important au niveau de la formation, c'est d'avoir une équipe de projet multidisciplinaire, une équipe technologique, que ça peut être technologie de l'information, d'opération et puis de l'ingénierie, quelque chose qui englobe tout ça ensemble, qui travaille conjointement ensemble. Puis ça, je vous dirais que c'est l'élément le plus important de tous. J'ai en fait 3 questionnements, mais qui sont liés, donc je vais vous les donner toutes les 3. Je vous laisse répondre, je vous laisse synthétiser une réponse. La première concerne un petit peu le cloud et l'IA. D'après vous, est-ce que c'est peut-être une solution la plus optimale à l'heure actuelle pour les miniers pour pouvoir répondre aux principales problématiques de cybersécurité? La deuxième partie de la question, c'est à l'ère où de plus en plus de ressources ont accès justement à de la donnée et où on est dans une mine connectée, une entreprise connectée et un monde qui est connecté, quelle est la part de la responsabilité humaine et combien une entreprise ou une mine doit investir en termes de formation en hygiène informatique pour justement prévenir les problèmes de cybersécurité. Et aussi, j'aimerais un avis de votre part. On est à l'ère justement du cloud. Est-ce que vous êtes plus partisan de tout mettre en cloud computing et de tout externaliser en termes de données, ou au contraire, est-ce que vous recommandez aux entreprises d'essayer justement de garder au moins une part de leurs données sensibles économiquement chez eux et de l'internaliser, d'investir sur ça, vu que la data, c'est au final une ressource qui est très importante dans l'avenir. Voilà. Donc je ne sais pas si vous pouvez répondre à tout ça en même temps.
Oui, ça fait beaucoup de questions. La première question par rapport à l'intégration de l'intelligence artificielle dans la cybersécurité, c'est quelque chose qui existe déjà. Il y a différents fournisseurs qui peuvent vous offrir cette solution-là. Donc, ils vont installer une boîte réseau là, quelque part dans votre mine qui va voir vraiment tout le trafic d'à peu près tout. Puis, justement, il va y avoir des algorithmes d'apprentissage qui vont regarder le trafic des objets différemment. Puis, ils vont se créer un pattern. Puis, quand il va voir quelque chose qui se dévie un peu de tout ça, ben, il va bloquer les connexions. Et puis, oui, non, ça existe déjà pour cette technologie-là. D'accord. La deuxième question, c'était quoi déjà? C'était à quel point une entreprise doit investir sur la formation en hygiène informatique pour prévenir justement ces risques-là. Jusqu'à quel point on doit c'est prioritaire. C'est une bonne question. Je réfléchis. C'est certain qu'il faut investir dans les gens par rapport à leurs connaissances, mais aussi dans les équipements puis la façon de faire au niveau de l'intégration des nouveaux systèmes. Mais à quel point j'essaie de me mettre peut-être un chiffre en tête par rapport à ce que ça a pu avoir l'air à Éléonore ou dans une mine semblable à ça. C'est certain que ça s'approche de plusieurs centaines de milliers de dollars, là, dépendamment de la grandeur de l'entreprise. Puis, je n'ai pas l'information au niveau des contrats, des compagnies qui peuvent aider à construire un roadmap ou un plan de formation avec les employés dans la mine. Là, mais non, c'est certain. Là, au moins 100 000 $ et plus, là, ça, c'est certain. Et pour l'externalisation de la donnée, est-ce que vous êtes plus partisan de cette externalisation-là ou non? Oui, quand on a des bonnes pratiques et puis qu'on comprend nos flux de données. C'est certain qu'il y a moyen d'avoir une visibilité de tout ça, puis de comprendre. Puis non, moi, je suis beaucoup pour les systèmes de cloud parce que justement, construire des systèmes logiques ou physiques dans une mine fly-in, fly-out, ça a un très, très grand coût. Puis, tous les systèmes ou les boîtes physiques des systèmes, il faut les remplacer aux 4 ans. Puis je me rappelle, on avait acheté, quand on a construit Éléonore, on a acheté une boîte comme ça, pleine de disques durs, qui a coûté à peu près 500 000 $. Ben, 5 ans plus tard, on a acheté ça, qui fait la même affaire, puis qui en coûte 100 000. Donc, quand on va vers une approche cloud, c'est plus vous qui traitez ça puis qui avez à gérer ça. Oui, tu vas avoir un coût mensuel de location de serveurs ou de vos données, mais c'est les gens chez Microsoft ou chez Amazon qui vont remplacer les racks, qui vont rafraîchir tout ça. Donc, économiquement parlant, moi, c'est ça que je vois pour l'avenir, du moins pour les systèmes d'information. Les systèmes d'opération, c'est un petit peu plus sensible. Aussi, si jamais on a une perte ou un bris de la fibre optique ou du lien sans fil, je veux dire, si on a une flotte de véhicules, de 15 véhicules qui est opérée par une intelligence artificielle sous terre chez Amazon ou chez Microsoft ou peu importe, chez Google, puis qu'on a une perte, on a une bris de la fibre optique, puis tout arrête, ça peut faire mal. Donc, pour les systèmes d'opération, moi, je les laisse présentement sur les sites miniers. Puis les systèmes d'information, on commence à développer de plus en plus dans les clouds. Brèche de sécurité, est-ce que c'était plus un problème d'architecture ou c'était un problème, un code 18? Qu'un code 18, ça se règle par la formation. Un code d'architecture, ça se règle par des nouvelles façons de faire, des nouvelles infrastructures. Desjardins, il aurait pu être une prison non connectée sur Internet, puis il y aurait eu une brèche quand même, parce qu'on a fini par savoir que c'était une personne qui avait pris les données. Donc, des fois, c'est deux choses qui peuvent être différentes. Les deux. Okay. Les deux. Donc, ça aurait pu se régler par la formation aussi, par la compréhension des systèmes. Oui, parce que si nos gens avaient eu la formation adéquate, dans le fond, ça leur rentrait par des courriels, qu'est-ce qui est arrivé. Donc, si les gens avaient eu les formations adéquates dans les années passées par rapport à les différents courriels qu'ils recevaient, on n'aurait pas eu cet événement-là. Mais l'événement faisait que
après notre compréhension, on a compris qu'au niveau de l'infrastructure, c'était peut-être pas l'idéal. Donc, on a pu mettre en place aussi qu'est-ce qu'il fallait là, pour voir tous les courriels, les analyser en temps réel, les bloquer s'il faut. Où vous allez chercher la formation dont vous avez besoin? Est-ce que c'est dans des établissements d'enseignement publics spécialisés pour livrer de la formation ou si c'est des fournisseurs qui vous forment spécifiquement sur leurs équipements et là, la formation vient du privé? À quel endroit est-ce que vous trouvez la formation nécessaire? Dans la plupart du temps, c'est malheureusement du privé, parce que, je veux dire, on va travailler conjointement avec les fournisseurs qui créent l'équipement ou qui créent la technologie. Donc, eux sont c'est la façon plus rapide qu'on a trouvé de former nos gens et puis de se faire former. Puis si on parle des gens au niveau de cybersécurité ou des équipements réseau ou des pare-feux, j'ai regardé un peu qu'est-ce qui est disponible. C'est certain qu'on peut acquérir une formation un peu générique par rapport à la cybersécurité puis tout ce qui peut se faire, mais quand on va aller vraiment spécifique par rapport à un type d'équipement, par rapport à un type d'événement, malheureusement, qu'est-ce qui est au privé est un peu plus avancé pour le moment, c'est certain. Nous, on n'est pas un gros groupe comme Goldcorp, mais on a plusieurs bureaux nos affaires sont dans le cloud en majorité, mais on a plusieurs bureaux qui sont reliés par des liens qui sont protégés par VPN. Je me demandais juste, dans votre expérience, avez-vous beaucoup d'attaques man in the middle, où est-ce que les communications sont interceptées en chemin? Pas vraiment. Puis si jamais ça arrive, ça va arriver par rapport à un courriel ou une clé USB ou une donnée qui va avoir rentré dans l'entreprise. Souvent, les gens qui veulent rentrer dans les différentes entreprises, ils ne vont pas nécessairement forcer les systèmes ou forcer les brèches de sécurité. Ils vont forcer votre façon de penser par rapport à des courriels. Ou, tu sais, même j'ai déjà vu des gens qui envoyaient des clés USB en cadeau. Justement, tu rentres ça dans ton ordinateur, tu es fait. J'ai vu récemment, même au niveau dans des charges USB à l'aéroport, un peu comme les guichets automatiques, il y en a qui défont ça, ils remettent quelque chose par-dessus, puis un coup que tu fais charger ton cellulaire, tu mets ton PIN, il t'injecte des choses, des logiciels dans ton cellulaire. Donc, c'est vraiment la façon de penser des gens, puis de trouver la brèche dans vos premiers réflexes par rapport à toutes ces situations-là. Fait que non, par VPN, je veux dire, non, c'est quand même sécuritaire, puis je vois pas de problème avec ça. Puis dans les man on the middle, non, j'ai pas vu ça très, très souvent. Merci. Juste en complément, puis c'est pas une question, celle-là, mais j'aurais aimé ça peut-être vous entendre. 15 secondes sur le Internet of Things puis les nouveaux risques que ça va poser. Je l'aime, cette question-là. Parce que je vois beaucoup, justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure avec les systèmes industriels. Je vois beaucoup de sondes industrielles qui sont connectées directement au cloud. Mais il n'y a pas nécessairement de segmentation réseau entre les sondes et puis le nuage Internet. Donc, si jamais le fournisseur se fait attaquer ou se fait pirater ou il y a des gens qui prennent possession de leur système, ils pourraient changer les métriques de vos différents sensors et puis que vous ne le voyez pas, peut-être que vous le voyez suite à un impact négatif d'une personne, que ce soit dans un concentrateur ou sous terre par rapport à qu'il a changé la métrique au niveau de l'alerte pour les analyses de gaz. Je vois ça beaucoup, ça m'inquiète. Même avec toutes sortes de choses. Il n'y a pas vraiment de segmentation, puis il n'y a pas vraiment de visibilité, puis on intègre beaucoup de choses à l'aveugle. Oui, non, je ne suis pas très, très à l'aise avec tout ça, mais bref, j'espère que ce que j'ai pu partager avec vous aujourd'hui va du moins éveiller peut-être quelques sens par rapport à tout ça. Merci beaucoup, M. Samuel. Merci.